Alors, les communs, on peut le voir aussi d'une manière un petit peu communautaire, justement, très, très, très ouverte, etc. Mais c'est aussi une économie. On le voit, ne serait-ce que par exemple aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure dans le monde agricole, les coopératives agricoles, dans le monde viticole, par exemple, c'est très important. Et pas seulement, il y a tant quantité de domaines où la question du commun, elle est liée à une véritable économie. Oui, tout à fait. Les communs ne sont pas hors sol, ne sont pas hors de l'économie, bien au contraire. Ce qui est important, c'est de comprendre où ça se situe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, je pense. Déjà, une première confusion, c'est celle que les détracteurs des communs font volontairement, hein, très volontairement, très cyniquement, je dirais, en disant les communs, c'est du communisme. Bon, déjà ça, je crois qu'il faut absolument clarifier les choses, même s'il y a une racine étymologique commune. Sans jeu de mots, le communisme, au sens où on a pu le connaître dans les économies administrées de type Union soviétique, c'est tout sauf des communs, puisqu'il n'y a pas de collectif, c'est au contraire une économie hyper contrôlée, centralisée aux mains de l'État. Donc ça, c'est un modèle, le modèle étatiste. De l'autre, on a le modèle du marché, et plus ou moins capitalistique, plus ou moins radicalement capitalistique, on va dire. Voilà. Et après, aujourd'hui les autres confusions sur lesquelles je voudrais peut-être revenir un instant, m'attarder un instant, c'est celles qu'on peut faire avec ce qu'on appelle l'économie collaborative ou l'économie du partage. Parce qu'il y a eu aussi pas mal de flou autour de ces notions. Ce qu'on met sous l'économie collaborative aujourd'hui, c'est une économie dans laquelle le consommateur est mis à contribution. C'est-à-dire Airbnb, c'est vous qui allez louer votre chambre à des touristes de passage. Sur Blablacar, c'est vous qui allez embarquer des passagers pour les transporter à la place d'un transport public ou à la place d'un transport privé. Cette économie collaborative, en réalité, c'est une nouvelle déclinaison de l'économie capitalistique. La différence, c'est que le consommateur est mis à contribution, mais au centre, vous avez une plateforme, qui est Airbnb, qui est Uber, qui est Blablacar, peu importe, qui est une entreprise parfaitement privée, qui, elle, fonctionne selon les règles du capitalisme pur jus, voire qui fonctionne selon les règles du capitalisme numérique, qui est un capitalisme très particulier, on pourra y revenir. Donc cette économie collaborative, elle est très différente de l'économie des communs, puisque les participants à cette économie, que sont les consommateurs offreurs, n'ont pas voix au chapitre sur la création de valeur, comment cette valeur va être distribuée, ce qu'on va en faire, etc. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui apparaître des formes de résistance, par exemple chez les chauffeurs comment on appelle ça, les livreurs à vélo, pardon, les livreurs à vélo qui sont dans cette économie collaborative de type Deliveroo ou ses concurrents. Je ne veux pas stigmatiser Deliveroo, il y en a d'autres, mais c'est l'exemple le plus connu aujourd'hui en France. Ces conducteurs de vélo, ces livreurs à vélo sont en fait totalement en dépendance par rapport à la plateforme. Et donc, certains d'entre eux ont décidé justement, en s'inspirant de la démarche des communs, de créer un autre type d'entreprise, plutôt sous forme coopérative, enfin pas plutôt, sous forme coopérative, dans lesquelles il va y avoir des ressources partagées, notamment les ressources logicielles qui vont permettre de gérer les flux de commandes de livraison. Donc là, vous voyez, la ressource logicielle, la ressource immatérielle qui est la ressource logicielle, va devenir un commun numérique qui va être sous contrôle de la communauté des livreurs. C'est ça la grande différence avec l'économie collaborative. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous évoquez justement cette forme d'économie un petit peu particulière, mais qui induit aussi, du point de vue des citoyennes et des citoyens, une forme d'engagement. Et vous donnez justement l'exemple de ces conducteurs à vélo qui souhaitent s'organiser par eux-mêmes, donc être plus actifs que ne le serait, je dirais, un salarié dans une grande entreprise, par exemple. Oui, je pense que cette dimension, cette dynamique sociale qui est au cœur des communs est absolument essentielle. On parle en anglais de commoning, c'est-à-dire se mettre en action pour les communs, si je puis dire. Voilà, cette action collective du commun, ce commoning, cette dimension sociale des communs, elle est absolument essentielle parce qu'elle nous sort de notre posture de
soit un consommateur passif, soit un citoyen qui se contente d'aller voter. Et elle pose la question du renouvellement démocratique par le faire et pas seulement par l'action politique. Je ne néglige pas du tout l'action politique, hein. On a besoin aussi évidemment d'un renouvellement démocratique. Mais là, on a je dirais une mise en mouvement de nos concitoyens par le faire. Et après, on peut élaborer, c'est-à-dire que sur la base de cette mise en mouvement, on peut commencer aussi à se poser des questions sur comment on irrigue la sphère politique, comment on fait bouger l'offre politique. Il y a un sociologue qui s'appelle Scott qui parle d'infrapolitique. Moi, je trouve ce terme très intéressant. L'idée qu'on n'est pas encore vraiment dans la sphère du politique, de l'agir politique, on n'est pas encore en posture de citoyen au sens fort du terme tel qu'on le conçoit en sciences politiques classiques, mais on est déjà dans la micro-action à l'échelle de son territoire, de son jardin partagé, de son logiciel auquel on contribue, qui va être mis, ou je reprends mon exemple des livreurs à vélo, enfin voilà, qui vont participer à construire à petite échelle un nouveau modèle de société, avec l'idée ensuite que ça pèse sur l'offre politique, bien sûr, hein. C'est-à-dire toutes ces micro-transformations, elles doivent aussi participer à interpeller les politiques et à leur demander à demander à ce que la puissance publique non seulement n'empêche pas ces communs, mais les accompagne, les aide, les protège. Ça, c'est un point très important, c'est la manière dont la puissance publique va se positionner par rapport aux communs. Et aujourd'hui, on est dans une phase assez intéressante à cet égard. Oui, d'ailleurs, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est aussi presque du devoir de l'État que d'encourager de telles mises en commun. Oui, alors c'est pas du tout évident, hein. Tous les acteurs politiques ne sont pas nécessairement enclins à protéger les communs, mais on voit des choses bouger. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui on a en France l'État qui essaye de soutenir des communs numériques. On a eu dans le passé un certain nombre de lois, dans un passé récent, un certain nombre de lois qui ont aussi levé quelques obstacles juridiques qui se dressaient sur la route des communs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'État peut soutenir les communs de différentes manières. D'abord, il peut les soutenir en levant des obstacles juridiques qui empêchent la constitution des communs. Je peux prendre l'exemple de la loi ALUR qui a été adoptée dans les années 2010, qui est une loi sur le logement, qui permet de créer ce qu'on appelle des organismes fonciers solidaires, hein, quelque chose qui était impossible juridiquement en France jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme foncier solidaire? Très, très, très brièvement, c'est l'idée de découpler la propriété du foncier et la propriété du bâti, de manière à donner accès au logement à des personnes qui n'ont pas forcément des très gros moyens, dans des villes où, on le connaît à Paris, mais on le connaît dans la plupart des grandes métropoles, où les prix de l'immobilier se sont envolés. Donc le foncier va faire l'objet d'une propriété collective dans laquelle il y aura à la fois les habitants les voisins du quartier, mais aussi la collectivité territoriale, la ville, et ensuite le bâti va appartenir à celui qui y habite, mais avec tout un mécanisme qui évite la spéculation. Donc vous voyez, il y a un vrai projet de société derrière, hein, qui est l'accès au logement pour tous, réduire les inégalités dans l'accès au logement. Et ça a été rendu possible parce que la loi a levé l'obstacle juridique. Mais la puissance publique peut faire beaucoup plus. La puissance publique peut, par exemple, en utilisant le levier de la commande publique, choisir d'investir dans des communs plutôt que dans des solutions propriétaires, que dans des choix propriétaires. En matière de logiciels, typiquement, quand l'État fait le choix d'investir dans du logiciel libre plutôt que dans du logiciel propriétaire, c'est une manière de faire fructifier les communs. On pourrait donner aussi un exemple dans le champ de l'énergie. C'est pareil, la loi a levé l'obstacle à la constitution de communautés d'autoproduction et d'autoconsommation énergétique. C'était impossible en France avant, hein. Il y avait un monopole énergétique qu'on connaît bien. Et les collectivités territoriales peuvent encourager ces communautés d'énergie en, par exemple, mettant à disposition le foncier pour construire des éoliennes ou pour implanter des panneaux solaires sur les toits de la mairie, etc., mais avec les habitants. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la mairie qui va, mais c'est la mairie dans un collectif d'habitants dans lequel les habitants, et c'est là où on revient à la question de la gouvernance,
les habitants vont avoir leur mot à dire sur les choix qui vont être faits, sur les choix d'investissement, les choix techniques, la création de valeur. Bon, on a créé de l'énergie, à qui va servir cette énergie? Est-ce qu'elle va être réinjectée sur le réseau de RDF ou est-ce qu'elle va servir en autoconsommation? Si c'est en autoconsommation, avec quelle distribution? Vous voyez le genre de problématiques très concrètes auxquelles on peut se confronter. Donc voilà, après, Elinor Ostrom, elle disait aussi que le rôle de la puissance publique, c'était déjà de reconnaître l'existence des communs. Cette reconnaissance, elle participe à les faire exister. Et c'était aussi, ça peut éventuellement être un rôle d'arbitre quand il y a des problèmes dans cette gouvernance, c'est-à-dire d'intervenir quand il y a une difficulté dans la gestion d'un commun comme dernier arbitre, quoi. Voilà.